Bonjour à tous, j'espère que vous avez allé excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Romandie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée surprenante, coureur top flop, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok juste après l'arrivée des grandes compétitions. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Pour soutenir la chaîne de moyens, alors déjà la petite cloche, parce que plus vous cliquez rapidement sur une notification de vidéo, et bien plus elle est mise en avant par YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Tour de Romandie, étape numéro 2. Eh bien, je ne m'attendais absolument pas à ce scénario. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a quand même que 2 étapes en ligne avec arrivée au sommet où on peut vraiment faire des différences, je crois en plus, alors je n'ai pas vérifié plus en détail, mais je crois que la journée de samedi, c'est quand même plutôt roulant du côté des cols. Je me disais, tiens, aujourd'hui, il y a des pourcentages, on va pouvoir avoir des belles explications, surtout qu'à certains coureurs, je pensais, vu leur qualité sur le contre-la-montre, qui seraient obligés de tenter certaines choses. Parce que demain, certes, c'est que 16 km, mais c'est à 16 km de chrono, donc c'est un effort de 20 minutes, donc vous pouvez perdre facilement 2 minutes, quoi, hein, qui fait 10% du temps. Donc, il fallait, pour moi, ça sera un peu moins de 20 minutes, je pense. 19h30 demain, je tente un 19h30. Mais c'était pas si facile que ça, ce chrono, on peut perdre du temps. Je me disais, tiens, aujourd'hui, il y a des coureurs qui vont tenter des choses parce que demain ils vont perdre du temps sur le chrono et puis derrière il ne s'est pas passé grand chose en fait sur cette journée. C'est-à-dire que malgré la dernière difficulté qui était complexe, qui était ardue, cette dernière difficulté, je me disais, bon, on va peut-être réussir à avoir des différences entre les différents coureurs, peut-être réussir à à être actif dans le final. Surtout, je me disais, tiens, il y a certains coureurs qui vont peut-être prendre des risques. Et que nenni, il ne s'est pas passé grand-chose. On avait une belle échappée, mais en plus, elle n'avait pas énormément d'avance avant d'entamer la dernière difficulté. On était aux alentours de 2 minutes 40. Vous savez que 2 minutes 40 sur une montée comme ça de 25 minutes, c'était léger, hein, il ne fallait pas vraiment se regarder. Et les coureurs de l'échappée ne se sont pas regardés. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de moment où il y en a un qui passe pas le relais à un autre. On a plutôt bien collaboré aujourd'hui. Donc ça a été intéressant, mais derrière, on s'est surtout regardé un petit peu en chien de faïence entre les différents leaders. Toi, tu fais une attaque. En gros, on a eu Simon Yates, qui a fait une légère accélération. Je parle même pas d'attaque, une légère accélération. Il y a eu le coureur de la Bora Lipovic, il y a eu Plap, et puis voilà quoi. Enfin, Plap et Lipovic se contentaient ensemble, mais il n'y a pas eu grand chose d'autre. Ce qui est un petit peu tristoun. Pour certains leaders. Je pense que beaucoup de coureurs avaient déjà en tête le chrono de demain, mais il ne faudra pas avoir de regrets dimanche. Si tu échoues à pas grand-chose au niveau de la victoire, parce que certes, samedi, il y a 3500 mètres de dénivelé positif, mais c'est sur 150 km, mais c'est que 3005. C'est pas 4000, c'est pas 4002, c'est pas 4004. Donc, c'est pas si exceptionnel que ça. Donc pour faire la différence, c'est pas si évident. C'est pas si évident et je pense qu'il y a des coureurs qui auront des regrets parce que quand demain ils auront perdu 2 minutes 30, à 2 minutes 30 s'ils étaient déjà à 15-20 secondes au général, tu seras à 2,50 et 2,50 malgré la montée de samedi, tu pourras pas faire des merveilles. Donc je me disais qu'il y a certains coureurs qui auraient osé tenter. Bon, ça n'a pas été le cas, donc peut-être que demain... Peut-être que samedi soir, il y aura des coureurs très frustrés par leur course. Mais belle victoire de l'échappée, beau duel dans le final entre Van Dramé et... Alors on m'a dit la prononciation de Timo Nice, en francophone c'est Nice, et en flamand c'est Niles, une sorte de neige, on m'a dit c'est le EI de neige.
une sorte de Thibaut Nice, un truc comme ça. Bon. On essaiera tous les jours du côté, peut-être dimanche prochain, on essaiera de nouveau la prononciation à la flamande. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Et tout de suite, premier coureur au top, donc Thibaut Nice. J'ai peur que Thibaut Nice, ça fasse comme Vingegaard. Vingegaard, il y a 150 prononciations différentes, c'est-à-dire à la française. Bon, tout le monde dit à peu près Vingegaard. En réalité, il faut dire une sorte de Vingegaard, normalement, du côté de Jonas, mais vous entendez personne utiliser cette prononciation-là. J'ai peur que pour Thibaut Nice, ça soit un petit peu la même chose, qu'on dise Nice et pas Nice. Un truc comme ça. Du côté du coureur belge, très bonne journée. Hier, je me suis même dit à un moment quand je l'ai vu dans l'échappée, putain, j'ai l'impression que c'est peut-être même une punition de la part de son équipe, du fait qu'hier ils prennent que la 13e place, que c'est un petit peu décevant, que son équipe a énormément roulé. Je me suis dit à un moment, tiens, c'est une punition de la part du coureur belge. Et puis dans cette échappée, moi je m'attendais pas dans le final à ce qu'ils soient en capacité d'aller tenir un Vendramé. Moi je me disais, les deux favoris dans l'échappée du jour, je mettais Adria, Vendramé. Et bien Adria. Je me disais sur cette montée-là. Et puis en 3, je mettais presque Asparen. Vraiment Nice, même s'il grimpe bien, je ne le voyais pas tenir la roue, je le mettais plutôt au niveau d'Asparen, quoi, mais en 3. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas du tout le favori de cette échappée, mais il a bien tenu la cadence. Pourtant, au début de la montée, j'ai l'impression qu'il pédale un peu avec les épaules. Donc, je me suis dit, ça bouge un peu des épaules. Normalement, c'est quand même un signe d'un coureur qui roule quand même à un gros tempo, quoi, qui est au niveau de ses capacités physiques. Donc qui est déjà un gros tempo au niveau cardiaque. Et ensuite, non, il a réussi à tenir. Il gère. En fait, il a surtout un grand coup d'accélérateur à 50 mètres de l'arrivée. Parce que Vendramé, il prend l'intérieur du virage, il joue plutôt bien le coup, Andrea Vendramé, aujourd'hui. Hein. Quand Luc Plapp se regarde un petit peu les cuisses, Vendramé, lui, décide de prendre l'intérieur du virage. Plutôt un bon choix. Mais Naïs était dans la roue et a réussi à repasser devant, magnifiquement. Donc tenant très très belle victoire du coureur belge. Donc non, il s'en est très très bien sorti. On m'a dit qu'on pouvait dire aussi un petit peu comme Nice, Thibaut Nice, si on prononce vraiment à la française. Voilà, c'est pour vous dire qu'il va y avoir 150 prononciations, je pense, de son nom, c'était pour lui. Normalement, c'est Nice, voilà, une sorte de Nice, je pense, du côté de Thibaut. C'est dur à prononcer. Il y a des sonorités comme ça qui passent pas d'une langue à l'autre. Hein. C'est vrai que quand certains disent oui, prononcez mal, oui, mais il y a des prononciations déjà que moi je ne connais pas, comment se prononcent certaines sonorités en flamand ou même en Wallonie, parce qu'il y a des surprises des fois. Il y a certaines régions où vous avez d'autres prononciations, je pense à Zinglé c'est alsacien. Normalement en français on doit dire Zingle, mais comme il est alsacien, c'est Zinglé. Il y a d'autres coins où Cosnefroy par exemple, dans certaines régions de France on dirait pas le S, on dirait Connefroy, mais le S des fois se prononce pas dans certains coins. Donc voilà, il y a des prononciations qui sont d'une région, d'un département à un autre. En France on a ça aussi, parfois certains accents, certaines prononciations, donc voilà, il y a certaines sonorités qui ne passent pas d'une langue à une autre. Puis, étant donné que j'ai souvent des défauts de prononciation, habituez-vous, si vous êtes abonné nouveau sur la chaîne, vous allez voir, il y a pas mal de défauts de prononciation de temps en temps. Vendramé, quand même, journée intéressante de la part du coureur italien. Même s'il ne gagne pas d'étape, il fait encore 2. Il prend la tête du classement général, ce qui est bien pour Decathlon parce qu'il conserve le maillot de leader. Ça sera plus compliqué demain par contre pour Vendramé sur le contre-la-montre. On va dire un mal pour un bien pour le coureur italien qui n'est pas forcément le plus gros vainqueur du cyclisme. C'est vrai que c'est un coureur qui souvent fait 2 ou 3. C'est un peu comme Albanese par exemple du côté d'Arkea. C'est des coureurs qui gagnent assez peu au final.
Alors Vendrame, il a quand même une victoire sur le Giro que n'a pas Albanese jusqu'à maintenant. Et du côté de Nice, un bon résultat. Moi, je me souviens de sa victoire, c'était sur le Tour de Norvège. C'est sur le Tour de Norvège où il s'était imposé vraiment costaud sur une bosse. Mais c'est un profil donc, qui est intéressant parce que de le voir passer aussi bien cette montée de 7 km, 7 km et demi face à Vendrame, c'est un profil donc, pour moi qui se rapproche peut-être un peu d'un Michael Matthews. Et un profil à Michael Matthews, c'est un profil qui peut gagner des résultats, qui peut obtenir des belles victoires, donc ça peut être intéressant. Deuxième coureur top, Luc Plapp. C'est le seul qui a osé aujourd'hui, Luc Plapp. En plus, c'est marrant parce qu'il a osé, alors que Luc Plapp, sur le chrono, ça tient la route. Par rapport à un Guillaume Martin, par exemple. Donc c'est marrant que ce soit un coureur qui pourtant est bon sur le chrono, qui ait osé aujourd'hui sortir dans la montée finale. Assez costaud encore, Luc Plapp. Pour tout vous dire, j'étais assez sceptique quand il avait dit je rejoins Jay Koualoula et je veux jouer les classements généraux sur les courses par étapes, parce que je m'étais dit ouais, il est bon sur le chrono, Luc Plapp, mais j'étais un peu plus circonspect sur ses qualités en montagne. On voit que depuis le début de saison, ça marche bien. On l'avait vu sur Paris-Nice avec Buitrago, sur une étape qui n'était pas facile, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, ça continue, donc pour Luc Plapp, bon résultat de la part du coureur australien. Alors, il reprend, vous allez me dire, 10 secondes, 10 plus 4, normalement, avec les bonifs. Si je ne me trompe pas, voilà, donc il reprend 14 secondes aujourd'hui. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose. Oui, mais ce Tour de Romandie pourrait se jouer à pas grand chose également. Les différences pourraient être assez peu importantes à l'arrivée de cette course. Donc prendre 14 secondes sur certains de ses adversaires, c'est plutôt pas mal. Surtout que c'était un coureur qui n'avait pas forcément fait un bon prologue, donc il a récupéré son retard du prologue. Il est passé devant Van Wilder et Henrik Mas du côté du classement général. Et donc, ah non, j'ai dit une bêtise, oui, j'ai dit une bêtise, c'est la chaîne équipe qui a donné cette information-là. Mais oui, comme Nice a pris des bonifs, oui, c'est Nice qui est maillot jaune, pas du tout Vendrame. Donc non, mauvaise journée pour Vendrame, pas le maillot, ni... Non, j'ai dit une bêtise, retirez ce que j'ai dit sur Vendrame, j'avais pas vérifié le classement général. J'avais juste regardé le temps de Plapp, j'avais pas regardé les deux noms de devant le Plapp. Donc non. Retirez ce que j'ai dit du côté de Vendrame. Nice fait coup double, il prend le maillot de leader parce que c'est vrai qu'il avait fait un prologue où il avait fini 18ème. Donc Vendrame avait dû finir un petit peu plus loin. Et il prend aussi le maillot vert, je pense. Ah non, le maillot vert, c'est Vendrame. Oui, parce que Vendrame, hier, il finit deuxième. Comment le classement du meilleur sprinter, c'est Vendrame. Pour le maillot de la montagne, c'est Holman. Et le classement des jeunes, c'est Nice également, devant Luc Plapp, qui aura donc le maillot de leader. Le classement par équipe, c'est la Bora, pour une seconde d'avance sur la UAE, qui n'a pas une journée exceptionnelle, la UAE en passant, puisque Sivakov et McNulty ont fini loin. Troisième coureur top, eh bien, comme je ne savais pas trop qui mettre, j'ai mis Marco Brenner, le coureur de la Tudor. Lui aussi, il a annoncé en début d'année, je veux jouer désormais les classements des courses par étapes. Je vais être beaucoup plus présent. Eh bien, aujourd'hui, belle étape. Il finit avec Yanis Boisard dans le groupe des favoris, le Suisse. Donc c'est bien pour un coureur qui a 21 ans, je rappelle, Brenner. On a l'impression qu'il est là depuis très longtemps, le coureur... allemand, mais c'est un coureur encore, parce qu'on l'a vu très jeune chez DSM notamment, mais c'est un coureur qui cette année a des ambitions importantes avec la Tudor. Première année à la Tudor, il a remporté une étape de la semaine internationale Copier-Bartali qui était sa première victoire chez les professionnels du côté de Pezzaro. Il a remporté le classement des jeunes du Tour des Abruzzes, 8e du général de cette même course et de l'étape de Prati di Tivo. Donc voilà, sur ce Tour de Romandie, pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal. 12e également du Trofeo Legueglia, remporté par Lenny Martinez. Donc voilà, plutôt un bon début de saison pour ce coureur qui donc a rejoint la Tudor après 3 années chez DSM à l'époque.
où il avait lancé le sprint plutôt. C'est vrai qu'il avait lancé quelques sprints, notamment sur le Tour d'Italie. Brenner, non? Il n'avait pas fait ça une année? Ou, non, j'ai confondu, c'est pas Brenner. J'ai confondu avec l'autre coureur allemand de la Tudor. Je suis pas réveillé. J'ai fait une Patrick Chassé là. C'est pas du tout Brenner, c'est. Je vais retrouver son nom. Là, ça vient pas tout de suite. C'est Mayhofer, oui, j'ai confondu avec Mayhofer. Non, Brenner, oui. Mais il n'avait pas forcément eu des gros. Alors, il avait fait 5ème de la Vuelta. J'en ai aucun souvenir d'une étape de la Vuelta. En 2022, c'est une étape que j'ai vue. J'en ai aucun souvenir. Au Peñas Blancas. Non, c'est bon résultat de carrière. L'année dernière, ça avait été un peu décevant pour sa dernière année avec la DSM. Mais c'est sûr que du côté de la DSM, vous aviez également Oscar Onley, Max Poole, donc, qui sont pour le moment un peu plus prometteurs que Brenner. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des résultats un petit peu moins bons parce qu'il n'était pas sur les grosses courses. C'est vrai que c'est un coureur qui n'a fait pour le moment qu'un seul grand tour dans sa carrière, qui est la Vuelta. Il ne devrait pas faire le Giro cette année avec la Tudor. D'autres coureurs devraient être au départ avec cette formation de la Tudor qui fait quand même un bon début de saison. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, je commence avec Roger Adria. Je me disais dans cette échappée que ça serait peut-être l'un de ceux qui résisterait le mieux, mais il a du mal un peu quand même chez Bora. Il y a eu une belle campagne de Ardennaise du côté d'Adria, notamment sur l'Amstel où ça a été intéressant. Mais c'est vrai que sur cette première moitié d'année, ça a été un peu compliqué pour le coureur espagnol. Souvent cantonné à un rôle d'équipier, il faut bien le dire aussi. Alors je pense que c'est un coureur qui est capable de faire un peu mieux que seulement équipier. Mais là, par exemple, aujourd'hui, il avait une belle chance de se montrer. Quand on voit Van Dramé, quand on voit Nice réussir à tenir jusqu'au bout, c'est vrai que je me dis, il en a manqué un petit peu au coureur espagnol. C'est un peu dommage, voilà, du côté de la Bora. Alors heureusement pour la Bora, il y a Lipovic, Vlasov qui font 4 et 6. On se dit quand même qu'ils auraient peut-être pu faire un peu mieux en voulant rouler plus fort. Mais voilà, Roger Adria lâché assez loin quand même de l'arrivée sur cette montée. Ça, c'est un petit peu... Enfin, voilà, je me disais, c'est un coureur qui peut vraiment aller au bout dans cette échappée, qui peut vraiment faire de belles choses. Je trouve qu'il n'a pas eu en plus un rôle énorme au final autour de Vlasov et Lipovic. Donc ouais, un petit peu déçu, et c'est un peu le résumé, je dirais, de cette première partie de saison. Alors j'avais peut-être trop d'attentes sur Roger Adria, parce que j'avais bien aimé ce qu'il avait fait chez Kern Pharma. Mais c'est vrai qu'il y a eu la Flèche Wallonne, il fait 26, 14e de l'Amstel. Moi je l'avais pas vu sur le Tour d'Oman, il fait 2 top 5, un top 10. Et puis 11e de la Muscat classique, mais en dehors de ça, c'est un petit peu faible, je trouve, voilà, du côté de Roger Adria, qui ira à Eschborn-Francfort, Tour de Hongrie, pour la suite de sa saison. Donc pas de Tour d'Italie de prévu, pas de Tour de France également de prévu. Est-ce qu'il fera le Tour d'Espagne, coureur qui jusqu'à maintenant a fait une Vuelta et 2 Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai que c'est le souci avec Kern Pharma, vous n'aviez pas toujours les invitations sur les plus grandes courses. Courant en plus qui était passé par la réserve amateur de Kern Pharma, parce que je crois me rappeler que Lizarte, c'était Kern Pharma. C'est la réserve de Kern Pharma. Voilà, il est passé en même temps que Elo Zegui, Galvan dans cette équipe notamment. Donc à l'époque il avait 21 ans. Il y avait aussi José Félix Parra dans cette formation, qui est toujours chez Kern Pharma à 27 ans, qui vient de faire 5e du Giro della Romagna. C'était au mois d'avril, comme bon résultat du côté du coureur espagnol. On poursuit du côté des bonnets d'âne. Meintjes.
sais jamais comment on doit le prononcer là aussi, c'est compliqué. Mainthies, 50 secondes encore de perdu aujourd'hui. C'est vrai qu'Intermarché, c'est un peu la soupe à la grimace depuis quelques temps en termes de résultats. Alexis Fort-Prost, bon, problème de testostérone, mais Guilhermet, il a été performant sur quelques classiques flandriennes, mais sur les grosses, il n'était pas là. Lorenz Rex a été moins efficace peut-être que l'année dernière, sur Paris-Roubaix notamment. Ça a apporté un petit peu moins de points. Ouais, et puis une équipe Capur Rui Costa aussi, hein, qui avait apporté pas mal de points l'année dernière. Donc forcément, c'est un peu plus difficile. C'est dommage pour Alexis Fort-Prost, hein, parce que avoir des problèmes physiques dès sa première année chez les pros, c'est pas toujours facile à gérer. C'est un coureur qui est prometteur, mais on a vu quelques coureurs se retrouver en difficulté après une première année chez les pros qui n'avait pas été évidente. Je pense notamment toujours l'exemple Romain Sicard, et c'est vrai que du côté d'Alexis Fort-Prost, on aimerait bien qu'on trouve la solution du côté d'un problème de testostérone, hein, avec un taux qui était extrêmement faible de testostérone sécrété par le corps. Hein. Vous savez qu'il y a la testostérone qu'on peut prendre comme produit dopant, mais le corps humain sécrète normalement de la testostérone, du côté des garçons notamment. Et là, c'est un petit peu problématique. Voilà. Du côté d'Alexis Fort-Prost. Et Mainthies, 50 secondes encore perdu aujourd'hui. Il était déjà loin après le chrono, il va être loin demain, parce que lui, sur 16 km, il est capable de perdre 3 minutes 30. Donc oui, c'est un début de semaine compliqué. Et puis surtout, ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans, que c'est difficile, hein, pour Mainthies. Il avait fait une bonne première année. Chez Intermarché, au début, ça se passait bien. Et là, il a un peu du mal en ce moment. Donc, un peu difficile. Voilà, pour le coureur sud-africain. L'année dernière, déjà, c'est quasiment une saison pas loin d'être blanche en termes de résultats. Ça fait depuis quelques temps, 2022, hein, où il avait fait une grande année. C'est vrai que j'étais bien content en 2022 de le voir. Là, il a beaucoup plus de difficultés. Coureur qui sera en fin de contrat en 2025. Ça serait bien d'obtenir des résultats du côté d'Intermarché, parce qu'Intermarché fait partie de ces équipes qui sont limite, quoi. Hein. World Tour deuxième division, c'est pas des équipes qui ont beaucoup de marge, hein, sur leurs adversaires, surtout avec une équipe comme Decathlon qui s'est vraiment sortie de la zone rouge. On se retrouve à avoir une formation qui peut se retrouver en difficulté. Je termine avec McNulty. Lui, les arrivants au sommet, maintenant, c'est devenu une catastrophe, hein, McNulty. C'est-à-dire que c'est vraiment maintenant un profil puncher simple, puncher rouleur, parce qu'aujourd'hui en montagne, alors aujourd'hui on était sur 7 km et demi, ça n'a pas roulé non plus sur un super gros train. 112e, alors je sais bien qu'il a fait peut-être un travail d'équipier, hein, mais 112e, il est derrière Grosschattner, derrière Sivakov, et pourtant Sivakov fait pas une grande journée, il a un peu du mal, lui aussi. Le changement d'équipe pour le moment, Sivakov n'a pas été extrêmement réussi. Regardez juste les résultats de Pavel. Sivakov pour le moment. Deuxième du Giro des Abruzzes, en remportant une étape à l'Aquila, où UAE a dominé Giro des Abruzzes. Mais sinon, oui, sur les autres épreuves, ça a été plus compliqué. Abandon assez vite, hein, sur le Tour de Valence. 85e du Tour de Catalogne. Donc on n'a pas des résultats fantastiques pour le moment de la part du coureur français qui a un rôle d'équipier, hein, chez UAE. Ce qui est même un peu triste, je trouve, hein, ce coureur, parce que toute sa carrière, pour le moment, il a été équipier. Alors que c'est un coureur qui était hyper prometteur. Je me souviens notamment de son Giro, où il avait fait 7 ou 8 du Giro. Et c'est un coureur qui a des qualités, notamment on l'a vu sur le Tour des Alpes, sur des courses par étapes, mais également sur les semi-classiques italiennes. C'est un coureur qui pourrait avoir des résultats. Mais oui, il fait des choix de carrière qui sont particuliers. Hein. Rejoint l'UAE, je suis assez surpris de ce choix de la part de Pavel Sivakov. Et du côté de McNulty, oui, les résultats sont pas fous. Alors on nous avait dit, oui, on mise beaucoup sur McNulty en début de saison, mais là, c'est vrai que sur les courses par étapes, je trouve que c'est pas... sur ce Tour de Romandie, c'est pas si évident que ça. Il est passé à côté, hein, aussi sur sa campagne d'Ardennaise
où il aurait peut-être pu jouer mieux en termes de course. Troisième de Paris-Nice, vainqueur du Grand Prix Miguel-Indurain, cinquième du Tour du Pays Basque. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a plus de résultats sur des classiques punchers. C'est là où il a ses meilleurs résultats, sur les classiques en Espagne en début de saison, le Grand Prix Miguel-Indurain. Aujourd'hui, il a plus un profil puncher, et dans ses victoires, il y a la Faune Ardèche Classique, le Grand Prix Miguel-Indurain, une étape du Tour d'Italie, le Trofeo Calvia. Ensuite, ce sont des étapes, mais en classement général de course par étape, il y a le Tour de Sicile, le Tour de la Communauté de Valence. Voilà. Et le Tour de la Communauté de Valence, cette année, s'est joué quand même sur une journée. Sur l'étape de Miserate. Sur les autres jours, ça a été plutôt calme du côté de McNulty. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un profil presque puncher. Pour moi, c'est plus forcément un coureur de course par étape, McNulty. Voilà, là aussi dommageable parce que c'est un coureur, moi j'avais des grosses ambitions sur McNulty aujourd'hui. Je me dis que sur les grosses épreuves, souvent il a un rôle d'équipier et souvent en plus il est lâché très tôt. Et sur les arrivées au sommet, c'est très compliqué pour lui parce que sur l'UAE Tour, il est passé complètement à côté aussi sur les deux arrivées au sommet. C'est un coureur qui a beaucoup de mal. Alors oui, il y a eu l'Alto del Miserate, c'était une montée qui faisait 3-4 km, c'était une montée qui était assez courte, il y avait beaucoup de pourcentage mais c'était très court. C'était une étape qui était très particulière, elle avait été raccourcie, cette étape du Tour de la Communauté de Valence. Parce qu'il y avait un spectateur, je crois, qui avait fait un malaise cardiaque. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus sur les montées de 3-4 km qui s'en sort que là où on voit aujourd'hui 7 km, il s'en sort pas. C'est un coureur qui est en difficulté. Donc dommage, voilà, du côté de McNulty. On regarde tout de suite le parcours du contre-la-montre de demain. L'étape numéro 3 de ce Tour de Romandie, et bien de nouveau un contre-la-montre qui se déroulera entre Oron et Oron, 16 km. Un parcours qui sera en légère montée dans sa première partie, puis en descente sur la fin, c'est-à-dire qu'on aura une côte dans les 3-4 premiers kilomètres, 1 km 8 à 6,5 de moyenne. Et puis ensuite, on va rester quasiment sur un plateau pendant 10 km avant une descente pour rejoindre l'arrivée. Vous pouvez même voir que dans les derniers kilomètres, donc vous voyez donc encore une fois ce plateau, à partir de 2,5 km jusqu'à 500 mètres de l'arrivée, on sera sur une grosse descente avant d'avoir 250 mètres, 300 mètres vraiment pour le final. Donc, c'est-à-dire que certes, le chrono fait 16 km, mais en fait, il faut vraiment tout donner pendant 13 km. Puis sur les 3 derniers kilomètres, s'il vous en reste encore, c'est un peu trop tard. C'est-à-dire qu'il aura déjà fallu tout mettre auparavant. Bien entendu, vélo de chrono pour ce parcours. Parcours qui n'est pas extrêmement technique dans sa première partie. Comme vous pouvez le voir, on va être sur des belles routes, point intermédiaire ici. Et puis, la descente, elle est... Il y aura quelques virages quand même dans cette séquence de descente. Une chicane, là, celui-là, il va être compliqué parce qu'on a une grande courbe et tout de suite un petit virage sur la gauche. Donc celui-là, il va pas être facile à prendre ici. Et puis après, on aura une épingle qui finira cette portion de descente. Donc il y aura 2 épingles et cet enchaînement-là qui va vraiment pas être facile à prendre parce que, je sais pas si vous voyez, mais vraiment, c'est une grande courbe sur la droite. Et tout de suite, quasiment quand on termine cette courbe sur la droite, dans la phase de sortie, il faudra prendre un virage assez serré sur la gauche. Donc le changement d'angle ne va pas être évident, surtout avec les vélos de chrono. Donc là, il faudra faire attention. Et puis voilà, donc faire attention dans cette descente du côté de Oron. Donc un chrono, 16 km. Je dirais un format qu'on voit quand même assez souvent. Donc normalement, les coureurs auront pour la plupart des repères sur cette étape. Donc nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures pour la Melec Production, alors que le chat a décidé de mettre ses fesses dans la litière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouvera short TikTok juste après l'arrivée de ce chrono. Et puis la vidéo qui arrivera assez vite, vendredi, parce que vous savez, en cas de chrono, on regarde un petit peu les chronos de tout le monde. Il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas vraiment de plus, de moins. On regarde surtout les chronos de tous les principaux leaders. Allez, ciao ciao sur la Melec Production.